Bonjour à tous, bienvenue sur Demain dans VIP Club, que l'on pourrait appeler aujourd'hui au nom de la mémoire. En effet, les trois very intéressantes personnes que nous recevons aujourd'hui ont toutes, chacune à sa manière, décidé de restituer l'histoire. L'histoire avec un grand H, celle qui fait partie intégrante de l'histoire de France, mais qui chagrine, qui dérange, qui nous fait un petit peu honte, celle que l'on n'assume pas toujours. Pourtant, l'histoire est essentielle pour la construction de chacun et pour apprendre à mieux connaître l'autre, sans haine, sans procès, sans déclaration de guerre, pour tout simplement construire une histoire collective. Avec nous, Fatima Besnassi-Lankou, elle est écrivain, on lui doit les livres Fille de Harki et Nos mères, paroles blessées. Après une amnésie volontaire de 35 années, elle met en lumière son terrible parcours pour mieux comprendre le phénomène Harki et tordre peut-être le cou d'ailleurs à certaines idées reçues. Autre thème, autre combat, celui du comité de la marche du 23 mai 98. Son vice-président Emmanuel Gordien nous expliquera sa mission, restituer l'histoire de la traite négrière et de l'esclavage pour que le peuple afro-antillais apprenne à aimer son passé et à être fier de ce qu'il est. Enfin, Rachid Kimoun, il est artiste sculpteur de renommée internationale. Fils d'immigrés algériens, il a grandi dans un petit village de l'Aveyron, seule famille immigrée kabyle en pleine guerre d'Algérie et s'inspire de son histoire et de notre quotidien pour plaider le dialogue culturel et le respect de la diversité. C'est parti. Rachid Kimoun, bonjour. Bonjour Nef. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous, vous êtes d'origine kabyle. Oui. Vous avez grandi dans un petit village de l'Aveyron. Voilà, je suis né dans l'Aveyron parce que l'immigration en fait dans la famille remonte, je dirais, au début du siècle. L'Algérie était un département français, donc beaucoup de Kabyles sont allés vendre leur force de travail en France et ou dans les mines. En 58, les mines ont fermé et nous sommes montés à Paris où nous allions rejoindre d'autres cousins qui étaient aussi installés. Oui. Voilà, c'était tout le périple. Alors racontez-moi un petit peu votre enfance dans ce village de l'Aveyron. Vous êtes la seule famille immigrée. La seule famille algérienne immigrée, il y en avait. Il y avait des Espagnols qui avaient fui la guerre. Nous étions la seule famille d'origine algérienne. Comment vous étiez perçu par la population française de ce village ? Ça me fait sourire parce que je repense à des commentaires. Imaginez ma mère, une Kabyle, en robe kabyle. Donc on l'appelait la gitane. Et à l'époque, quand on voyait une roulotte de bohémiens qui venaient, parce que c'était l'attraction dans ces petits villages où il ne se passait pas grand-chose. Donc il y avait la roulotte avec le singe, l'ours, enfin, qui arrivait sur la place du village. On a toujours été, mes frères et sœurs, un peu, on s'est dit, tiens, les gitans et nous, il n'y a pas beaucoup de différence. Ouais. Et c'est vrai que quand ma mère nous accompagnait à l'école, dans ses robes kabyles, bon, on regardait le plancher, quoi. Quel souvenir vous avez, vous, de cette période-là, de cette enfance-là? Écoutez, c'était une enfance heureuse, je dirais, à la campagne. On va à la pêche, on va à la chasse. Et puis, bon, il y a la guerre. Et là, très vite, les choses se tendent et on comprend qu'il se passe quelque chose. On est mis en quarantaine d'une certaine manière parce que... Ça veut dire, c'est un mise en quarantaine? Alors, il se passe... je raconte une histoire, par exemple, j'aimais aller pêcher. Et donc, j'allais couper une saule, un bout de... je me faisais ma canne à pêche avec une... Je coupais une branche de saule et je passais chez un voisin qui avait l'habitude de m'accueillir, où j'allais chercher le fil, les plombs, l'hameçon, bref, tout l'attirail pour pêcher. Et c'était à heure régulière et en général, il était dans son garage en train de travailler. Et ce jour-là, personne. Donc je remonte le jardin, j'arrive, je pousse le rideau de anti-mouche, là, et je vois ce monsieur Delmas s'effondrer comme ça à table, sa femme derrière pleurant. Moi, je suis gamin, je suis un peu surpris, quoi. Et puis, j'insiste quand même, parce que c'était l'heure de la pêche. Je dis, je peux avoir mon... Et là, d'un coup, il bondit, il me dit, fous le camp. J'étais... Je ne savais pas ce qui m'arrivait et je m'en vais, quoi. Il m'avait fait assez peur. Et le soir à la maison, j'ai appris en fait que son fils
était en Algérie et qu'il avait été tué. D'accord. Donc vous n'étiez plus le même petit gamin qui venait... Oui, et puis, donc je disais qu'on était mis en quarantaine, c'est vrai qu'on nous parlait moins, on était devenus suspects. Il y avait la police, les gendarmes qui venaient de temps en temps, des gens étrangers qui venaient. L'autre jour, avec ma sœur, elle racontait aussi cette anecdote, c'est que elle parlait beaucoup. Et donc il y a un monsieur qui l'avait attrapé au bout du jardin qui lui disait « Alors, vous avez mangé aujourd'hui le couscous ?»« Oui, on a mangé. Il y avait du monde à la maison. Il y avait, oui, la famille et puis des gens qu'on ne connaissait pas. » Donc, d'accord, donc ils sondaient comme ça. Le gendarme se servait habilement des enfants, moyennant quelques bonbons. Et donc elle a raconté qu'effectivement, on ne les connaissait pas. Ils venaient même. On n'avait pas le droit de descendre à la cave. C'était réservé à mon père et à ces messieurs. Donc... ça attirait... Donc en fait, vous étiez très très surveillé. Il y avait des descentes à la maison? Ah ben, j'aurais vu des descentes de gendarmes retourner la maison, donc à la suite de tout ce qu'ils avaient pu glaner comme information. Ouais. Vous étiez un risque potentiel, quoi. Un Écoutez, ennemi potentiel. On était algériens, donc on était forcément suspects. Et avec le recul, aujourd'hui, je me souviens d'un monsieur qui rendait visite à mon père. Il venait avec sa mobilette, un petit monsieur avec ses moustaches, on aurait dit le père tranquille, là. Et c'était lui qui venait chercher la cotisation. Et puis, s'il y avait des choses cachées à la cave, ça se passait entre eux. C'est parce que votre père, en fait, collaborait avec le FLN. Collaborait, attention. Excusez-moi. Oui, non, mais il n'y avait pas de choix. J'écoutais le témoignage précédent. S'il y a une vérité terrible, c'est que... ironie de l'histoire, on n'avait pas le choix, ou on était enrôlé dans un camp ou dans l'autre. Ouais. C'est ce que disait Fatima. Je veux dire qu'ici, en France, alors je vous parle de l'Aveyron, mais c'était assez violent une fois que je suis arrivé à Paris. C'était encore plus violent à Paris? Ah oui, je pense que j'ai quitté un environnement... un milieu rural pour un environnement urbain terrible. Puis il faut se rappeler qu'il y avait le couvre-feu sur Paris. Les Algériens n'avaient pas le droit, au-delà de 20 heures, de circuler. Mais on ne savait pas qui était qui faisait quoi. Moi, je me souviens de scènes de violence à Aubervilliers, à la plaine Saint-Denis, où j'aurais vécu. C'est que, il y avait des gens du FLN, il fallait scrupuleusement respecter son engagement vis-à-vis du FLN. Vous savez, on n'avait pas le droit de fumer, pas le droit de boire de l'alcool sous peine d'amende, etc. Alors vous avez les gens du FLN et vous avez les faux agents du FLN, ceux qui vont profiter de la manne pour... Donc, oui, sans aucune idéologie, ni bien sûr, je me souviens de scènes. Moi, j'ai vu de mes yeux vus 3 cadavres, des types qui s'étaient fait flinguer par un bistrotier qui travaillait pour le FLN et qui savait très bien que ces gens-là n'avaient rien à lui dire et rien à lui demander. C'est-à-dire qu'il y avait une pression réelle qui faisait qu'on était, entre guillemets, peut-être un peu obligé d'adhérer? Bien sûr. Bien sûr, je ne suis pas historien, mais je me souviens très bien du 17 octobre 61. Quel était le mot d'ordre du FLN? Si ce n'est femmes et enfants devant, il fallait aller manifester. Nous, je me souviens, on a été coincés à la porte de la Villette. Nous arrivions d'Aubervilliers, devant le dépôt, là, devant ce qui est l'annexe de la préfecture. Mais c'était le mot d'ordre du FLN, d'aller au casse-pipe, enfin, des gens le diraient mieux que moi. Ça s'est terminé en drame, d'ailleurs. Oui, mais quelles que soient les conséquences, il fallait alerter l'opinion mondiale. Ce qui était en train de se passer. À la veille des accords d'Évian. Enfin bon, je pense qu'aujourd'hui, je n'échappe pas, moi, en tant qu'artiste, à cette histoire. Et je peux le restituer autrement, en réinventant peut-être toute cette histoire. Mais je suis convaincu qu'on n'échappe pas à sa propre histoire.